Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Karen, étudiante étrangère au Canada, plus précisément au Québec. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui mine la société. Oui, qui mine la société. On va parler de, mais qu'est-ce que ça fait d'être étudiant étrangère au Québec? Oui, c'est un sujet très important. N'en doutez pas, c'est un sujet très important, très significatif dans cette société. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais bien, s'il te plaît, te demander de t'abonner à la chaîne parce que c'est une nouvelle chaîne, nouveau concept. Activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et n'hésite pas à laisser un commentaire au cas où tu aurais quelque chose à dire sur la vidéo en fait. C'est parti, on plante le décor. Qui dit étudiant étranger, dit communication, dit langage, dit découverte. Bref, quand tu vas dans un nouveau pays, la première chose que tu découvres de ce pays, c'est la langue, vu que tu dois parler, entrer en communication avec les personnes de ce pays-là. Du coup, on va parler de l'accent québécois. L'accent québécois. Québécois, ce sont des personnes qui vivent au Québec. Les personnes autochtones du Québec, on les appelle les Québécois. Et si tu n'as jamais entendu l'accent québécois, tu as l'honneur d'entendre cet accent-là sur cette chaîne, vu que vous êtes des privilégiés quand même. L'accent québécois, ça ressemble à ça. Moi, là, il y a 10 ans, quand je croisais un foncé comme vous autres sur la rue, là, je le regardais à terre, tu sais, j'avais comme une petite crainte. Mais depuis que les musulmans ont laissé sortir le côté mongol, là, on... Et petite précision, ils parlent français. C'est pas une langue québécoise ou une autre langue dans le monde, c'est du français. Ils parlent français, mais avec un accent québécois qui est un accent très particulier. Du coup, si tu n'es pas québécois, ça sera très compliqué pour toi pour comprendre ce qu'ils disent en français. Moi, par exemple, une petite anecdote, quand je suis arrivée au Québec pour la première fois, quand je venais d'arriver, le premier endroit où j'ai été en contact avec les Québécois, je ne sais pas si à l'aéroport, il n'y avait pas des Québécois, mais j'ai pas vraiment eu la possibilité d'entendre le français québécois parce que les gens à l'aéroport parlaient plus anglais ou français normal, quoi. Mais je suis arrivée, pour la première fois que j'ai entendu le français québécois, c'est quand je partais faire ma NAS. La NAS, c'est un numéro d'assurance sociale quand tu arrives au Canada. Quand tu arrives au Canada, c'est comme un numéro qui te permet c'est comme un numéro d'identification, on va dire. C'est comme un numéro unique que chaque citoyen qui arrive au Québec, c'est comme un numéro qu'on attribue à chaque citoyen arrivé au Québec. J'allais faire ma NAS et la caissière, elle m'a dit allô, bon matin. J'étais d'abord étonnée parce que ici, pour dire bonjour, ils disent bon matin. Du moins, bon matin, tu sous-entends que la personne te souhaite une belle matinée. Là, j'ai compris que c'était du français. Après, elle m'a sorti une phrase comme quoi, je pense, elle m'a demandé mon passeport. J'étais avec quelqu'un de ma famille qui m'accompagnait ce jour-là. Je pense qu'elle m'a demandé mon passeport ou quelque chose du genre. Je pense qu'elle me demandait un papier administratif. C'est la première phrase. Après son bon matin là, c'est la première phrase qu'elle a sortie. Et je n'ai rien compris à ce qu'elle disait. Figurez-vous que je n'ai rien compris. Je me tourne, elle me parle, je me tourne, je demande à mon oncle, mais genre je fais une communication non verbale avec mon oncle et tout, pour qu'il comprenne que je ne comprends pas ce que la dame dit en fait, parce que j'étais très mal à l'aise vu que je ne comprenais pas ce qu'elle dit. Au final, mon oncle a passé toute la durée du processus de ma NAS à me traduire ce que la dame disait parce que je comprenais genre pas vraiment ce qu'elle me disait. Peut-être dans une phrase, elle dit 5 mots, je comprends juste 2 mots parmi 5 et elle parle français. Donc, c'est ça. À l'université aussi, si tu as des professeurs qui ont comme un accent québécois, mais qui savent très bien articuler, là, c'est correct pour comprendre les cours. Mais si tu es un nouvel arrivant, moi je vais dire c'est une malchance, parce que moi c'était compliqué au début, mais plus tu restes, plus tu t'habitues. Parce que moi je suis tombée sur un professeur en début de session qui avait comme un accent très poussé.
C'est-à-dire, il parlait et moi, au lieu d'essayer de comprendre le cours normalement, j'essayais plutôt de traduire ce qu'il disait en fait. Du coup, c'est un peu très compliqué au début, mais avec le temps, le fait d'interagir avec les Québécois, le fait de travailler, vu que j'ai trouvé un job en parallèle avec mes études, le fait d'être en contact avec eux, tu t'habitues, ça entre aussi dans ton processus d'intégration et tout. Donc ça m'a beaucoup aidé à comprendre l'accent québécois. C'est une particularité, chaque pays a sa particularité et l'accent québécois c'est une particularité des Québécois. Donc c'est un peu ça. Si tu veux apprendre l'accent québécois, il faudrait déjà savoir comment est-ce qu'il parle, savoir comment est-ce que il prononce des mots. Le vocabulaire aussi ça a beaucoup joué. C'est-à-dire ici par exemple, juste pour vous situer, ici par exemple pour dire une voiture, ils disent un char. Pour dire par exemple le pullover par exemple, ils appellent ça un coton ouaté. Genre un bonnet, ils appellent ça une tuque. Donc moi au début quand on me disait, on te balance que est-ce que t'as-tu un char et tout, moi je me dis mais qu'est-ce que c'est un char du coup? Ça fait que la conversation ne peut pas être fluide entre vous, tu vas comme te sentir perdu pour un début, mais c'est un processus d'intégration qu'il va falloir accepter. C'est un peu ça, très particulier. À quoi est-ce que ressemble le système éducatif au Québec? Tout d'abord, nous avons les études préscolaires, ils appellent ça la maternelle. Après ça, tu as le primaire. Après le primaire, tu t'en vas au secondaire. Après ça, maintenant, tu as l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur est constitué du collégial et de l'université. Quand je dis collège, c'est pas l'équivalent du collège en France ou bien autre part dans d'autres pays là. C'est pas l'équivalent. C'est comme des études et universités en fait. C'est comme une. Dites-vous que les études collégiales, c'est comme une formation professionnelle. C'est des études que tu fais, mais qui te permettent directement d'être ouvert au marché du travail. C'est-à-dire, tu prends une formation précise. Les formations collégiales sont très techniques. Elles te forment directement pour le marché de l'emploi. Maintenant, tu as des études universitaires. On obtient un diplôme appelé baccalauréat. C'est comme l'équivalent d'un bac plus 4 ou un bac plus 3. Je peux pas vraiment faire une équivalence parce que j'ai pas des études exactes, mais c'est comme l'équivalent d'un bac plus, si on compare en termes d'années, c'est l'équivalent d'un bac plus 4. Après maintenant, à l'université, tu peux obtenir un baccalauréat. Après le baccalauréat, tu peux obtenir une maîtrise. Après ça, tu fais un doctorat également. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que se constituent les études, le système éducatif, le système scolaire au Canada. Maintenant, moi, pour ma part, je suis à l'université. Je fais un bac en informatique. Ma formation, elle est censée durer 3 ans. Mais vu que j'avais comme des cours de maths obligatoires avant d'entamer mon programme, ça a un peu rallongé ma session. Du coup, je me retrouve en train de faire 3 ans et plus, donc peut-être 3 ans et 6 mois comme ça. Maintenant, comment fonctionnent les études universitaires? Dans une année, tu as 2 sessions, tu as 3 sessions. Tu as la session d'hiver, tu as la session d'été, puis tu as la session d'automne. Maintenant, c'est pas tous les étudiants qui fréquentent, qui étudient durant la session d'été. Moi, particulièrement, quand je suis arrivée pour la première année, j'ai fait les 3 sessions. J'ai fait de la session d'hiver normalement. J'ai fait de la session d'été, mais j'avais juste un cours à faire. Parce que ce cours-là, il était juste disponible en été. Du coup, j'étais comme obligée de le faire. Sinon, j'aurais comme eu une année de plus parce que c'était comme un cours préalable à plusieurs autres cours. Après ça, j'ai eu ma session. Dans la norme, j'ai juste 2 sessions par an. La session d'hiver et la session d'automne. Parce que la session d'été, c'est une session quand même assez particulière. C'est pas tous les étudiants qui fréquentent durant la session d'été. Et même lorsqu'ils fréquentent durant la session d'été, ils font pas autant de cours que ça. C'est plus les stages, par exemple, que tu vas faire pendant la session d'été. C'est sûr que ça varie dépendamment de chaque programme. Mais dans mon cas, c'était ça. Je tenais à préciser que pour une session en hiver, c'est 4 mois comme ça. Janvier, février, mars, avril. Mais c'est 4 à 5 mois pour une session d'hiver. On commence en janvier, début janvier, puis on termine en fin avril, mi-mai, je pense, ouais. Si tu es un chanceux, parce que moi, j'ai pas de... Normalement, ma session d'été, c'est soit pour faire un stage, soit
ce sont des vacances. Si tu n'as pas le stage, tu as droit à, je pense, pratiquement 4 mois de vacances. Juin, juillet, août, septembre. Oui, tu as pratiquement 4 mois de vacances parce que tu n'as pas de cours en juin, juillet, août. 3-4 mois de vacances en fait. Parce que de mai à août, tu n'as pas de cours. Tu recommences l'école en début septembre. Tu entames la session d'automne en septembre. À partir de septembre, octobre, novembre, décembre, tu as encore... Tu as encore 4 mois pour ta session d'automne. Mais entre la session d'automne et la session d'hiver, tu as juste 3 semaines de congé. Du coup, les 2 sessions sont très rapprochées. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est un peu ça. Comment est-ce que les cours se donnent? Pour ma part, mes cours sont majoritairement en présentiel. J'ai des cours à distance, mais pas beaucoup. Également, j'ai des professeurs qui vont te dire au début que mon cours il est en présentiel, mais au fil du temps, tu te rends compte que lui, il donne plus ses cours à distance. Des fois, c'est bien, mais des fois, non, parce que pour ma part, il y a des cours que je préfère voir en présentiel que à distance, parce que faire les cours à distance, là, pour moi, c'est vrai, c'est bien parce que si tu as la flemme et tout, tu vas pas suivre le cours, tu vas faire ce que tu veux, mais on est là pour faire des études. C'est pas avec toutes les matières qu'on va blaguer. Il y a des matières qui nécessitent vraiment de se faire en présentiel. Donc, c'est un peu ce côté-là qui ne me plaît pas très souvent, dans le sens où il y a des cours vraiment qu'on devrait mettre en présentiel, mais qui se donnent en ligne. C'est un peu ça. Si je devais comme vous expliquer un peu comment se passent les évaluations, par matière, pour une matière, tu as 100 points au total que tu dois avoir. Tu vas peut-être avoir, pour une première évaluation, tu as l'intra. Comment est-ce que les professeurs notent pour une matière? Tu as l'intra qui est le premier examen. Généralement, c'est 35%. Après ça, tu as le travail de groupe qui peut valoir comme pratiquement 25 à 40% de ta note. Puis le reste, généralement, c'est pour l'examen final qui aussi compte beaucoup pour la note. Je le dis toujours, ça dépend de la filière que tu fais. Ça dépend de la spécialité que tu fais à l'université. Il y a des professeurs, par exemple, qui ne donnent pas de devoirs pour la note finale. Donc, c'est juste un examen en présentiel et puis basta. Ou 2 examens. Et tout dépendamment, c'est chaque professeur qui décide comment est-ce que il va vous évaluer. Moi particulièrement, les devoirs à faire à la maison, ça aide beaucoup des fois pour rehausser ma note quand je n'ai pas par exemple bien travaillé à l'intra ou à l'examen final. Est-ce que je vous ai donné le prix d'une formation universitaire au Québec? Ok, alors si tu ne le sais pas, une session coûte environ 10 000 $, 15 000, 20 000, parfois 25 000. Je ne sais pas s'il y a des sessions à 30 000, mais c'est super cher, une session d'études universitaires au Québec. Donc, si tu n'as pas d'argent, s'il te plaît, ne tente pas. N'essaye même pas. Ne te dis pas que tu vas venir travailler et payer tes études. Non. À part si tu as le cardio, tu peux venir. Mais si tu n'as pas le cardio, si tu sais que tu ne vas pas supporter les nerfs, s'il te plaît, si tu n'as pas d'argent, je ne te conseille pas de venir parce que c'est compliqué, c'est cher. Déjà même que tu as juste 24 heures par semaine pour travailler. On entame l'autre sujet qui est: est-ce que les étudiants ont le droit de travailler au Québec en parallèle avec leurs études? Oui, tu as le droit de travailler, mais juste 24 heures. 24 heures max par semaine. C'est le nombre d'heures que le gouvernement te donne par semaine. Et tu dois les respecter. Le climat, à quoi est-ce que ça ressemble, le climat canadien? Là, seulement, c'est ma bête noire. C'est parce que là, je suis en train de filmer et il est, je pense, minuit. Il se fait très tard. Sinon, je vous aurais filmé le dehors. Actuellement, nous sommes en hiver. Nous sommes en décembre. Et le ciel est majoritairement gris. C'est-à-dire gris. Ça là, c'est ce côté-là que je n'aime pas beaucoup. Il fait pas très beau. Généralement, il fait pas très beau. Je pense qu'il neige, c'est 8 mois sur 12. Parce que cette année, la neige a commencé en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il neige environ 7 mois sur 12. Imaginez, 7 mois sur 12,
C'est-à-dire vous avez encore 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 mois qui vous restent. Et dans ces 5 mois, il y a la période d'été et la période d'automne où il pleut et tout. En automne aussi, il fait pas très beau. Du coup, vous avez comme 3 mois pour l'été. Et puis c'est tout. 3 mois, il fait full soleil. Et même quand il y a du soleil, il fait très chaud. C'est-à-dire un genre de chaleur qui peut t'asphyxier. Du genre, il fait tellement chaud. Tu sors là, dehors. Tu respires, mais tu as comme l'impression que l'air chauffe. C'est-à-dire, le climat ici, c'est l'extrême. Quand il fait froid à l'extrême. Quand il fait chaud aussi à l'extrême. C'est quelque chose de malade, en fait. Je vais redescendre. Bref, le climat au Canada, c'est quelque chose de très compliqué. Si tu veux comme dire que tu seras tout le temps bien habillée et tout, ma belle, le froid va très vite te ramener sur terre parce que tout le temps tu auras des gros manteaux, des bonnets, des gants, des longues écharpes. Tu dois tout le temps être couvert pour ne pas attraper froid parce que les températures vont jusqu'à moins 30 si je me trompe pas. Moins 30, moins 20, moins 19, pas les moins 0, les moins 2 de la France et qu'on sort là. Moins 15, moins 20, moins 23. Et si tu n'as pas des gants assez chauds pour te soutenir, t'es mal barré en fait. Bon, je pense que je vais terminer là pour la première vidéo. Parce que je pense qu'elle est quand même assez longue. Je vais terminer une autre fois. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va parler de qu'est-ce que ça fait de travailler au Québec en tant qu'étudiante étrangère. Donc, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo que je vous ai annoncée. Merci, portez-vous bien et j'espère que vous allez apprécier le concept. Bisous.